Etcheverry, je suis membre de l'association Demain c'est ici et maintenant, qui d'ailleurs est domiciliée à Thésée depuis le début de l'année. Voilà. On est une association qui œuvre pour la transition écologique et sociétale sur le territoire des Pierres Drées, mais pas que. Sur l'agglomération de Villefranche également, et puis un petit peu plus loin, puisqu'on travaille avec des communes comme Rigolet également, par exemple. On est à peu près 80 adhérents, 800 sympathisants à peu près aujourd'hui, et on œuvre à cette transition à travers plusieurs sujets, plusieurs pôles. Notre pôle historique, c'est le pôle biodiversité. Le pôle biodiversité, c'est un pôle de personnes qui, au quotidien, travaillent avec les territoires, avec les communes, en grande partie sur l'ornithologie d'ailleurs. Et là, on arrive sur le printemps, et le printemps, c'est l'arrivée du printemps, mais aussi des hirondelles, qui sont en fort recul depuis de nombreuses années, liées à la perte d'habitat, à la perte de nourriture également, et puis à l'usage intensif des pesticides, à notre modèle agricole, comme d'autres oiseaux et d'autres oiseaux du milieu agricole. Pas que, mais du milieu agricole de manière assez importante. Donc on travaille sur des comptages, l'implantation de nids avec les subcommunes, donc sur des bâtiments privés, mais aussi sur des bâtiments communaux également, avec des actions pédagogiques, puisque vous pouvez participer demain à ces opérations de comptage, etc. sur les communes. On a œuvré également à la création de arbres, on accompagne maintenant des agriculteurs aussi sur l'implantation de nids ou de haies, pourquoi pas, sur leurs terres agricoles à travers le marathon de la biodiversité qui est porté par la communauté commune Pierre Drées-Beaujolais. Voilà, la création de arbres, on a un petit peu touché deux mots. On organise des sorties botaniques là, très prochainement, donc si vous êtes intéressé par la flore sauvage, mais également par les plantes médicinales, des sorties sont organisées sur les mois de mai et juin. Vous allez pouvoir retrouver toutes ces informations sur notre site internet. Et puis on a également un groupe qui travaille sur l'agroécologie à travers des sites agroécologiques citoyens que l'on met en place sur la commune de Bagnols pour le premier site qui a démarré en janvier, et puis un autre site va démarrer très prochainement sur Porte des Pierres Drées. Voilà, donc c'est des sites sur lesquels nous allons œuvrer à restaurer la biodiversité tout en travaillant sur de la production alimentaire, de fruits par exemple, d'autres plantes comestibles, ça peut être des légumes ou pas. Voilà, et c'est apprendre à finalement s'alimenter, à voir le système autrement, tout en préservant, en agradant la biodiversité plutôt que de la dégrader. Et puis on a une équipe événements et communication qui organise des conférences comme la conférence d'aujourd'hui, comme la conférence de Marc-André Sellos pour ceux qui étaient venus, et également qui va assurer notre présence sur des événements comme de Ferme en Ferme, les Jardiniales, bientôt à Châtillon, ou encore la semaine européenne du développement durable qui aura lieu à l'automne. Voilà. Je vais laisser la parole à Cécile Lévaux, qui est apicultrice sur le territoire et qui est membre de DIM. Et Cécile souhaitait nous faire partager son métier, ses connaissances, et ça promet. Voilà. Passez une bonne soirée. Merci. Bonsoir tout le monde. Donc voilà, je suis Cécile, je suis apicultrice à Châtillon d'Azergues. Je suis apicultrice seulement depuis 2016. Avant, j'étais ingénieure dans l'industrie, donc strictement rien à voir avec l'apiculture. Et je me suis passionnée dès 2016 sur cet animal, parce que c'est un animal extraordinaire. Et là, je ne vais pas vous présenter obligatoirement le métier que je fais aujourd'hui, parce que je fais ça maintenant à 100%. Mais je vais vous présenter l'animal que je vois tous les jours, que je m'occupe tous les jours. Et je veux, à travers cette présentation, vous montrer que c'est vraiment, la nature est extraordinaire. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, notre niveau de connaissance, et je pense que c'est vraiment important qu'on ait cette approche face à la nature, c'est qu'aujourd'hui, notre niveau de connaissance est vraiment comme ça. C'est qu'on en découvre tous les jours. Donc moi, j'ai la façon de travailler assez très scientifique, c'est-à-dire que je lis énormément de choses, d'articles scientifiques, de chercheurs, et j'essaye de transposer ça au quotidien sur mes abeilles. Mais voilà, il faut savoir qu'aujourd'hui, la nature, on ne sait que ça. Donc là, je vais vous présenter des petites anecdotes, je vais vous
vous présenter l'animal comme vous l'avez peut-être jamais vu, de façon très détaillée, et vous montrer qu'à travers ça, c'est vraiment que la nature est extraordinaire. Et moi, ça m'épate tous les jours. Alors, déjà, il faut situer l'abeille hein, dans l'arbre de Darwin. Hein, donc ça, je ne sais pas si vous connaissez, hein, c'est vraiment l'arbre de l'évolution. Donc l'abeille qu'on utilise, nous, hein, qu'on utilise depuis moins 5000 ans avant Jésus-Christ, puisque c'est le seul insecte aujourd'hui que l'on exploite, à part la drosophile. Bon, il n'y a que Mendel qui a utilisé la drosophile, mais à part la drosophile, c'est que le seul insecte que l'on exploite aujourd'hui pour récolter le miel. Et cet insecte, en fait, il a une évolution très forte. Hein, c'est un insecte, si vous voulez, dans l'arbre de l'évolution, c'est vraiment l'abeille que l'on exploite, qui s'appelle Lapis mellifera. C'est vraiment l'abeille qui est dans la dernière chaîne de l'évolution au sens Darwin. Donc qui a des comportements collectifs, qui a une intelligence, je vais vous montrer ça. Et par exemple, vous avez aussi le bourdon. Hein, vous savez que le bourdon est une abeille. Donc comment on caractérise une abeille? Une abeille, c'est ce type d'animaux qui sont poilus. Alors pourquoi ils sont poilus? Parce que l'abeille a besoin d'un apport en protéines, et cet apport en protéines est ramené par le pollen. Et pour ramener le pollen, elle a besoin de poils. Donc si vous voulez reconnaître une abeille, c'est très simple, si elle a des poils, c'est une abeille. Donc après, vous avez énormément d'abeilles. Hein. En France, on en compte plus de 2500 espèces, hein, surtout des abeilles qu'on dit sauvages. C'est souvent des abeilles qui sont solitaires, qui vivent de temps en temps en petite communauté, entre 20 et 50 individus. Et puis, par exemple, le bourdon, qu'on connaît tous, est solitaire, sauf que pour faire des petits, il va se réunir en communauté. Donc ça, je ne sais pas si vous avez déjà vu dans du sable ou des choses comme ça, des bourdons qui se mettent les uns vers les autres. Ils sont solitaires, mais ils se mettent en communauté pour chauffer. Parce qu'il faut savoir que les petits ont besoin de 35 degrés. Donc ils se mettent ensemble pour se chauffer les petits, pour pouvoir élever les petits en fait. Donc nous, en tant qu'humains, ce qu'on connaît le mieux, c'est ce qu'on appelle Lapis mellifera, qui est en bas. Et pourquoi on la connaît le mieux? Parce que c'est un animal qui se retrouve en termes de colonies en plein été à 60 000 individus. Dans une ruche, il y a 60 000 individus, à peu près. Hein. Alors les plus grosses colonies, c'est en Afrique, où on peut se retrouver à 90 000 individus. Donc, qui dit beaucoup d'individus, dit une capacité à récolter du miel plus importante. Et donc, qui dit récolte de miel plus importante, dit ça a intéressé l'homme. Donc, les premières, ce que je disais tout à l'heure, les premières sources, en fait, où on a trouvé des hiéroglyphes c'est moins 5000 ans. C'est notre premier, je dirais, pour l'instant, notre première source qui montre que l'homme a commencé à exploiter les abeilles. Donc, j'ai oublié, la guêpe, qu'on connaît tous, et la fourmi, en termes d'évolution, sont beaucoup moins évoluées. Même la fourmi est beaucoup moins évoluée. En termes d'évolution, c'est quand même un animal qui fonctionne en communauté, comme la guêpe, comme le frelon. Le frelon est une guêpe, quand on dit c'est un type de guêpe en fait. Et en fait, tous ces animaux-là vivent en communauté, mais en termes d'intelligence individuelle, l'abeille est la plus évoluée. Alors j'ai souvent la question, mais comment reconnaît-on l'abeille d'une guêpe? Déjà ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est les poils, les fameux poils. Et puis il y a une autre chose aussi, c'est que l'abeille, son travail, c'est de polliniser les fleurs. Hein, c'est vraiment ça. Donc du coup, elle va avoir une langue pour aller chercher sa nourriture. Alors que la guêpe, que vous voyez à gauche, hein, cette belle photo, c'est vraiment un bel animal aussi. Cette guêpe, en fait, vous voyez qu'elle a des mandibules. Pourquoi? Parce que la guêpe, elle est omnivore. Elle mange à la fois de la viande et elle mange à la fois des fruits. Et les petites guêpes, enfin la larve de guêpe, avant naissance, ne sont que carnivores. Ouais, donc la guêpe, elle a ses petites mandibules. Elle a ces mandibules qui lui permettent, en fait, quand vous êtes l'été, que vous mangez du melon avec un jambon de Parme, vous voyez bien que votre guêpe, elle mange à la fois le melon et à la fois le jambon de Parme. Et pour manger le jambon de Parme, elle a besoin de ces fameuses mandibules. Et justement, ce qu'a pas du tout l'abeille, parce que l'abeille n'a qu'une langue
pour aller chercher le nectar. Donc là, je vous ai représenté un petit peu voilà, les différences qu'on trouve dans notre région, hein. Donc entre l'abeille que vous voyez à gauche, le frelon européen que vous voyez à droite, hein, qui est très connu, hein, c'est le fameux gros frelon qui est une guêpe. Et puis notre petit frelon très sympa qui vient d'arriver, qui s'appelle le frelon asiatique, qui vient d'arriver, qui est un gros problème pour la biodiversité. Alors pourquoi c'est un gros problème? Parce que ce frelon asiatique peut y avoir, dans les nids, il peut y avoir entre 2000 et 2500 individus, alors que sur le frelon européen, on est aux alentours de 100-150 individus. Donc comme c'est très carnivore, forcément ça a un impact énorme. Et le truc qui est très sympa, c'est que celui-là est en train d'arriver là. Donc, il est déjà dans le sud de la France. Et lui, on sera plus aux alentours de 5000 individus. Donc c'est encore une autre espèce de frelon qui vient aussi d'Asie. Hein. Donc ils vont avoir un gros impact sur la biodiversité et sur les abeilles. Alors on parle souvent du frelon asiatique pour les abeilles, mais moi ma plus grosse inquiétude c'est pas les abeilles, parce que nous on s'en occupe, notre boulot d'apiculteur c'est justement de contrecarrer ça, c'est de mettre des pièges, ce genre de choses. Mais la plus grosse problématique c'est tous les insectes que mangent ces... Là, ce nid-là, ça a été récolté à Lausanne. D'accord? Il y a 4-5 ans. Voilà, la grandeur du nid, c'est pour vous donner un ordre d'idée sur le frelon asiatique. Donc là, vous avez les fameuses abeilles solitaires, donc on en a parlé, hein, c'est vraiment des abeilles qui vivent seules. Alors vous pouvez voir des fois, souvent ce genre de choses, on le voit, je ne sais pas si vous avez déjà vu, dans des petits morceaux de bois, vous voyez ce genre de choses. Hein. Donc ça, c'est vraiment de l'abeille solitaire. Et là, c'est des abeilles qui se sont mis ensemble pour faire leur nid. Et là, pareil, vous voyez. Parce qu'il faut savoir que tout ça, avant naissance, il y a besoin de 35 degrés pour que les larves puissent se développer. Donc ces abeilles sont dites sociales, hein, donc elles sont capables en fait même en étant solitaires, à un moment donné se regrouper, de dialoguer entre elles. Je vais vous montrer après sur l'Apis mellifera comment ça se passe. Je suis désolée, j'ai un souci. Donc vraiment ce qui caractérise l'abeille, qu'elle soit solitaire, c'est qu'à un moment donné, elles vont se regrouper en communauté et elles vont vivre ensemble. Donc nous en tant qu'humains, ce qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle l'Apis mellifera, qui est un type d'abeille. Donc il y a une organisation, et je vais vous expliquer ça, c'est une organisation entre elles qui est extraordinaire, avec des individus qui ont des rôles totalement différents, qui ont des rôles qui vont changer suivant la saison, et il y a vraiment la notion, la communauté passe avant l'individu. Donc ça c'est une des choses que nous on ne maîtrise pas trop, mais la communauté passe avant l'individu, c'est-à-dire que vous êtes capable, et moi j'ai déjà eu ça sur une ruche, vous êtes capable d'avoir un suicide collectif pour quand il y a des problématiques de surpopulation en septembre. J'ai eu ça une fois. J'avais une colonie qui était en surpopulation, il n'y avait pas assez de nourriture, et les abeilles se sont piquées entre elles pour survivre à la colonie. Donc voilà, la notion de surpopulation, hein, nous on est en plein dedans. Ces abeilles-là ont une réaction de survie et de protection de la collectivité avant toute chose. C'est vraiment un système de cohésion qui fonctionne avec du langage, ce que vous verrez après, qui fonctionne aussi avec des systèmes de phéromones, d'échange de phéromones entre les différents individus. Et puis vous avez des différents rôles qui existent dans cette... je pense que vous connaissez, vous avez déjà entendu parler. Vous avez 3 catégories d'individus dans une colonie. Vous avez la reine, vous avez en fait la reine et les ouvrières, donc les deux que vous voyez que je vous ai mis là, qui sont des femelles. D'accord, les deux sont des femelles. Et puis vous avez le faux bourdon. Alors on dit faux bourdon, hein, le mâle des abeilles, on dit faux bourdon pour ne pas le confondre avec le bourdon qu'on a vu précédemment, qui est aussi une abeille. Donc vous avez le faux bourdon, et ce faux bourdon-là n'est pas présent tout le long de l'année. Il est présent quand il est utile de féconder la reine. Donc voilà, donc ça c'est aussi intéressant, c'est qu'on n'a pas obligatoirement le faux bourdon. Par contre, la reine et l'ouvrière, vous l'avez systématiquement. Donc la reine, c'est vraiment la seule qui pond. Alors c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce que vous verrez plus tard que les abeilles peuvent pondre aussi.
Mais voilà, c'est vraiment elle qui assure de régénérer la colonie. Alors, le truc, moi, je ne savais pas que ça existait dans la nature, j'ai appris ça avec l'abeille. C'est que, quelle est la reine quand elle pond? Donc la reine, elle est fécondée à un moment donné dans sa vie, juste après sa naissance, une semaine à peu près après sa naissance, par plusieurs mâles. Alors pourquoi par plusieurs mâles? Pour être sûr d'avoir une... Alors, vous voyez comme ça? Oui. Donc la reine est fécondée par plusieurs mâles. Et puis la reine décide, quand elle pond, décide de mettre un spermatozoïde ou pas avec l'œuf. Décide de mettre un spermatozoïde ou pas de mettre un spermatozoïde. Et si elle met un spermatozoïde, ça va faire une femelle. Si elle ne met pas de spermatozoïde quand elle pond, ça va devenir un mâle. Et c'est ce qu'on appelle, dans la nature, c'est ce qu'on appelle l'haploïdie. L'haploïdie, c'est que vous avez des individus qui ont les chromosomes, là, que de la reine. Et moi, je ne savais pas que ça existait avant. Et quand on ouvre une ruche, moi, la première chose que je regarde, c'est la couleur de mes faux bourdons. Parce que les faux bourdons, ils sont gros. Je vous expliquerai pourquoi après. Et c'est la première chose que je regarde, c'est la couleur des faux bourdons. Parce que la reine, pour trouver une reine dans 60 000 abeilles, c'est pas toujours évident. Et donc je regarde la couleur des faux bourdons, parce que la couleur des faux bourdons me donne la couleur de la reine. Parce que c'est exactement les mêmes gènes. Donc ça, c'est assez courant dans le monde des insectes, moi je ne savais pas. Mais c'est quand même incroyable que des individus soient... Donc il n'y a pas de méiose, il n'y a rien. Hein, il n'y a pas de méiose, c'est directement les gènes de la reine. Alors vous allez me dire peut-être, mais comment la reine décide de mettre un sperme ou pas mettre un sperme? Okay, c'est jamais elle qui décide. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas l'appeler reine. On devrait l'appeler un individu qui pond des œufs, mais pas reine. Parce que le mot reine dit qu'il y a une hiérarchie. Il n'y a aucune hiérarchie dans une colonie d'abeilles. Aucune. C'est-à-dire que le choix de savoir si la reine va pondre un mâle ou pas, ce sont les cirières qui vont fabriquer la cire, qui vont mettre en place des tailles, qui vont mettre des tailles d'alvéoles plus ou moins grandes. Et la taille d'alvéole d'un faux bourdon, d'ailleurs, il est plus gros, donc elle est plus grosse. Donc c'est ceux qui vont construire, qui vont dire, là, je vais mettre une alvéole plus grande. La reine, quand elle va arriver, quand elle va pondre, avec ses pattes, elle va voir que l'alvéole est plus grande, elle va décider de ne pas mettre de sperme. Elle va voir que l'alvéole est plus petite, elle va décider de mettre un sperme. Donc, et ça, le système des abeilles, c'est ça, c'est tout le temps. C'est du collectif, tout le temps, c'est des décisions totalement collectives, il n'y a pas de hiérarchie du tout dans le système. Je trouve ça assez... J'aimerais bien qu'il n'y ait pas de hiérarchie, ça serait trop génial. Bon, voilà. Donc l'autre chose qui est extraordinaire, c'est que vous avez vu, la reine met un spermatozoïde, ça devient soit une reine, soit une ouvrière. Mais alors, comment se fait ce choix? C'est ce qu'on appelle, dans le jargon, ce qu'on appelle l'épigénétique. C'est-à-dire que c'est ce que les abeilles vont donner à manger qui va déterminer si c'est une reine ou si c'est une ouvrière. Et donc, en fait, c'est vraiment... Et donc, il va y avoir une modification des gènes grâce à la nourriture. Et en fonction de ça, on va avoir une ouvrière ou une reine. Donc c'est la fameuse gelée royale, d'accord? C'est-à-dire que la reine, au niveau de... Quand la reine va pondre, elle va pondre un œuf, et c'est vraiment tout petit comme ça, hein, c'est vraiment blanc. Je vous ai mis une vidéo juste derrière de National Geographic pour vous montrer. Et derrière, la larve au départ va être toute petite, et pour une reine, elle va être nourrie que en gelée royale. Et ça va faire un individu qui n'a strictement rien à voir. Ça va faire un individu dont la durée de vie va être de 3-4 ans, dont le système digestif va être différent, l'abdomen va être différent, tout est différent. Et rien que par 3 jours de différence de nourriture. Et donc ça, c'est énormément étudié pour nous, pour comprendre les causes des cancers. Donc l'épigénétique, on a commencé à comprendre ça dans les années 70. Et les phénomènes, l'épigénétique, c'est, si vous pouvez lire des bouquins de Delaunay, c'est vraiment extraordinaire. L'épigénétique, c'est des phénomènes externes, donc le repas par exemple, ou le stress, ou la température, qui vont modifier les gènes d'un individu. D'accord? Donc ils vont modifier les gènes des cellules. Donc ils vont aussi provoquer des cancers.
Est-ce qu'on sait sur quel temps, combien de temps, on connaît le temps? Le temps, c'est-à-dire justement, vous parlez du phénomène qui va modifier les cellules. Est-ce qu'on sait Ah bah le oui, temps? alors là, oui, le temps, là, c'est la modification cellulaire pour une reine. La modification, c'est 9 jours. Oui, d'accord, ok. Là, vous revenez sur les abeilles, mais moi, je peux parler sur... Ah non, j'en sais rien, je connais rien. D'accord. Moi, je vis abeille, je pense abeille, je dors abeille. Alors, la gelée royale, donc c'est la gelée royale qui va faire cette modification. La gelée royale, c'est quoi? C'est produit par des glandes qui sont à la fois, vous imaginez, je suis une abeille là, donc ils sont à la fois derrière la tête ici, et au niveau de la langue, sur les côtés de la langue en fait. Donc c'est fabriqué par les jeunes abeilles. Alors ça, c'est pas tout à fait vrai, mais bon, pour l'instant, je vous dis ça, puis vous verrez après que c'est un peu plus compliqué. Mais c'est les jeunes abeilles qui vont produire cette fameuse gelée royale. Et vous voyez, le fait que la reine soit la reine ne soit nourrie que en gelée royale, du coup, la gestation, ça va durer que 16 jours. Alors qu'une abeille, ça dure 21 jours. Vous voyez, donc ça a même un impact sur la durée de naissance de l'animal. Alors, la question c'est, est-ce que la gelée royale agit? Est-ce que c'est bien pour la santé? Est-ce que ça agit sur l'homme? La réponse est, on n'en sait strictement rien, ça n'a jamais été prouvé scientifiquement. C'est les enfants de la gelée royale. C'est 10. Donc, vous voyez la différence entre la reine et les abeilles. Donc c'est un animal qui n'a strictement rien à voir. Et si là, au niveau de il y a les 3/4 de la surface de son abdomen qui sert à garder les spermatozoïdes. Parce qu'en fait, elle se fait féconder une semaine à peu près. Enfin, il y a plusieurs vols de fécondation par plusieurs mâles. Et puis derrière, elle va mélanger ces spermatozoïdes dans son abdomen pour avoir une hétérogénéité génétique dans la colonie. Donc dans la colonie, vous avez des sœurs et des demi-sœurs. D'accord? C'est sur ce truc-là là, qui est génial. Elle va nourrir les spermes. Donc ça, c'est aussi un truc qui est étudié. C'est-à-dire qu'on a un système où nous, on ne sait pas garder les spermes. Nous, on les met sous azote, on ne sait pas les garder. Elle sait les nourrir. Donc elle sait les nourrir et elle les nourrit pendant 3-4 ans. D'accord? Et donc voilà, vous voyez la différence là? Et rien que par le fait que pendant 3 jours, elle a eu de la gelée royale et les autres n'ont pas eu de la gelée royale. Alors, même si là, je vous ai parlé de la reine, mais l'ouvrière, c'est quand même extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Donc là, je vais rentrer un petit peu dans le détail de cet animal, parce que vraiment, c'est vraiment génial. Donc vous voyez, une abeille, ça vole à 50 km/h. Vous voyez ce petit machin là de 8 mm, ça arrive à voler à 50 km/h. Et puis, ça a un rayon d'action de 3 km. Ça, c'est une chose très importante quand on est apiculteur, de savoir ça. Puisque quand on va déplacer une ruche, quand on prend une ruche à un endroit et qu'on va la mettre à un autre, on la met à plus de 3 km. Parce que sinon, les abeilles vont revenir à la rue, à l'endroit initial. D'accord? Donc, vous voyez, une butineuse visite 700 fleurs. Donc ça, c'est des gens de l'INRA qui ont fait des tests. 700 fleurs par heure. Donc c'est un animal qui bosse tout le temps. Hein, qui bosse tout le temps. C'est vraiment super ouvrier, hein, franchement. Il ne fait pas de grève, il ne fait pas les 35 heures. Vraiment génial, 7 jours sur 7. Voilà. Et jamais de vacances. Donc là, maintenant, je vais rentrer dans le détail. Je vais rentrer dans le détail et je vais déjà vous parler de la vue de cette ouvrière. Donc, vous voyez là la photo, il y a 3 petits points. Vous voyez ces petits points là? Ça s'appelle des ocelles. Donc vous imaginez, alors je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont déjà volé dans un avion, enfin qui ont déjà piloté un avion, mais la problématique quand vous pilotez un avion, vous êtes en 3 dimensions, vous êtes dans l'air, vous n'avez pas de repère, vous n'avez pas le sol comme on a là, d'accord? Et donc la vraie problématique c'est, je suis penché à droite, je suis penché à droite, est-ce que j'arrive à aller tout droit? C'est compliqué parce qu'on est dans l'air. Et là vous avez des ocelles, et le principe c'est trop génial. Le principe c'est que vous avez 3 petits trucs comme ça. Et c'est un système qui marche avec la diffraction de la lumière. Et ça calcule automatiquement, enfin avec les petites neurones qu'il y a derrière, automatiquement la distance au soleil. Et donc maintenant, vous imaginez, j'ai 3 points ici, d'accord? Je suis l'abeille. Si je penche comme ça,
je vais avoir un ocelle qui est plus près du soleil que celui-là. Et donc du coup, le cerveau va dire, ah ben tiens, là, c'est plus proche, donc je suis en train de tourner à droite. Donc les trucs que vous voyez là, anodins, va permettre à l'abeille de savoir si elle tourne à droite, ou si elle tourne à gauche, ou si elle va tout droit. Ça, c'est la première chose. Ensuite, maintenant, si on regarde les yeux. Les yeux, alors si les yeux sont très grands, vous avez vu sur une abeille, c'est très grand. Si on faisait la corrélation par rapport à nous, c'est comme si nous, on avait des yeux à peu près jusqu'à la taille. Si on faisait la corrélation par rapport à notre taille, c'est des yeux qui sont énormes. Et sur ces yeux-là, il y a des systèmes de facettes. Et ce système de facettes permet c'est un système de diffraction de la lumière. C'est vraiment une logique de diffraction. Et donc du coup, l'abeille, quand elle avance, elle voit le soleil et elle va calculer la diffraction de la lumière. Donc c'est automatique avec ses yeux. Elle va calculer la diffraction de la lumière. Là, la diffraction de la lumière va être différente, puisque forcément, par rapport au soleil, je suis différent, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'elle va se repérer dans l'espace. Parce que ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va. Alors, c'est une machine à calcul, nous à côté, on est des gros nuls. Parce qu'elle va retenir toutes les sommes de diffraction de la lumière en se déplaçant. Elle va se déplacer et hop. Et pour revenir de la fleur à la ruche, elle va refaire le calcul inverse de diffraction de la lumière. Sauf qu'entre-temps, le soleil a bougé. Elle refait ce calcul en ayant bougé le truc. Et elle revient comme ça sur sa ruche. Et l'autre truc qui est génial aussi, c'est vous avez les yeux ont des poils. Alors ça, vous pouvez le voir des fois quand vous avez des abeilles qui sont dans des fleurs comme le tournesol ou comme le colza, elles ont du pollen partout et elles en ont aussi sur les yeux parce qu'il y a des poils là-dessus. Et ces poils, en fait, ça lui sert à calculer. Alors, elle a deux systèmes de calcul, sa vitesse. Parce que ces poils, en fonction de la pente, ça va lui permettre de calculer sa vitesse de vol. Elle a deux systèmes en plus. Parce qu'elle est redondée, l'aéronautique n'a strictement rien inventé. C'est-à-dire qu'elle a ce système-là, et elle a un autre système au niveau de ses antennes, que je vais vous présenter derrière. Et en plus, au niveau de la vue, en fait, l'abeille ne voit pas le noir. L'abeille ne voit pas le noir. Et en fait, elle voit... Vous voyez, là c'est des images j'ai piqué aussi, c'est des images de l'INRA, pareil. Donc, en fait, elle voit les ultraviolets, elle ne voit pas les infrarouges. Elle a plus tendance vers les ultraviolets. Ce qui fait que le vert, on est entouré de vert dans la nature, enfin, il y a beaucoup de vert. Le vert, elle le voit gris. Et donc les fleurs se détachent du gris. De façon, voilà. Donc du coup, elle va beaucoup plus rapidement sur les fleurs. Que nous, on irait sur les fleurs. Parce que tout le reste est gris. Vous voyez, et en plus, donc avec ce qu'elle voit là, c'est ce qu'il y a à droite. Donc elle, il faut se rendre compte que c'est un avion, cet animal. Donc elle a besoin d'atterrir. Elle a besoin d'atterrir sur une fleur. Et vous voyez qu'une fleur que nous, on voit comme ça, elle la voit comme ça. Et vous voyez très bien que là, je sais pas, je conduis un hélicoptère, là j'arriverai plus à me poser, à voir le centre de la fleur. Là, bon, c'est un peu approximatif. Et les fleurs, du coup, se sont développées, les fleurs se sont bien sûr développées. D'abord, c'est une symbiose entre la fleur et l'abeille, et les fleurs se sont développées justement pour attirer un maximum les pollinisateurs. Donc ça c'est une règle assez générale chez les pollinisateurs, c'est le fait de voir plus les fleurs violets. Vous voyez là la fleur que nous on voit toute verte, c'est hyper intéressant. Les antennes. Alors là, vous voyez ces deux petits trucs, vous dites c'est rien du tout. Mais les antennes, en fait, elles ont plusieurs rôles. L'abeille n'a pas de nez. Donc c'est déjà le nez, c'est les antennes. Et vous pouvez voir, souvent vous voyez, même dans beaucoup d'insectes comme ça, vous les voyez, ils se rapprochent, un peu comme les escargots. Ils se rapprochent, ils se touchent entre eux. En fait, ils se filent des odeurs. Donc c'est à la fois les odeurs, c'est à la fois le goût, à la fois le toucher. C'est aussi un moyen de communication. Et après, le truc qui est génial, c'est que ça mesure le CO2. Les antennes mesurent le CO2. C'est important, parce que dans une ruche, vous avez 60 000 individus. Vous imaginez, ça respire ce truc-là.
Donc il faut mesurer le CO2 et en fonction de la quantité de CO2, elles vont se mettre à battre des ailes pour ventiler, ce qu'on appelle ventiler, et sortir le CO2 de la ruche. Elles vont aussi avoir une mesure de taux d'humidité. Il faut savoir que dans une ruche, c'est entre 93 et 98% d'humidité. Pourquoi? Parce que les larves, vous avez les larves, à un moment donné, il faut qu'elles boivent. Elles ont besoin d'eau. C'est notre problème aujourd'hui d'ailleurs. Hein. Moi j'ai eu des ruches là, je n'ai pas pu m'en occuper parce que j'ai eu un petit souci. Elles sont mortes à cause de ça, parce qu'elles n'avaient plus d'eau au mois de septembre. Je ne sais pas, vous vous rappelez, c'est au mois de septembre, il a fait de la sécheresse. Et elles ont besoin d'eau. Et donc là, elles vont mesurer, elles mesurent l'eau, elles mesurent le taux d'humidité et la température. Et puis, c'est le backup pour la vitesse de vol des yeux, des poils des yeux tout à l'heure. C'est que les antennes, plus ou moins, si elles se penchent, elles ont un système en base de l'antenne qui leur permet aussi de mesurer la vitesse de vol de l'abeille. Alors, les abeilles en tant que telles, c'est souvent une question qui m'est posée. Non, elles n'ont pas de système comme nous d'ondes, enfin, elles n'ont pas de système, je dirais, comme nous, d'ondes liées à l'air, mais elles ont des systèmes, en fait, de captation des ondes. Donc c'est pour ça que ne jamais taper sur une ruche. C'est pour ça qu'elles vous entendent avant, quand vous marchez vers une colonie, c'est les vibrations par l'arbre qui va permettre, ou par le sol qui va permettre qu'elles entendent, mais c'est le système vibratoire, mais c'est pas une entente comme nous on l'entend en tant qu'humain. L'appareil buccal de l'abeille. Ça c'est le truc magique qui fait qu'on mange du miel. Ça, c'est grâce à ça qu'on mange du miel. Alors, en fait, c'est la langue. Donc, vous allez avoir la langue qui va être plus ou moins grande en fonction du type de fleurs qui va être pollinisée. Ça, c'est chez tous les pollinisateurs, c'est ça. Vous voyez, il y en a qui ont des grandes trompes, il y en a qui en ont des plus petites. Donc ça, c'est génial parce qu'en fonction du type de fleurs, par exemple, l'abeille en Afrique a une langue beaucoup plus longue que l'abeille européenne, que l'on connaît nous. Parce que justement, le type de fleur qui est pollinisé demande à ce qu'elles aillent plus loin pour aller chercher le nectar. Et donc, comment elle fait ça? En fait, c'est la langue, c'est plein de petits trous sur les côtés. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'elle prend du nectar, en fait, il y a un système d'évaporation de l'eau. Parce que vous savez que le nectar, ça a beaucoup d'eau au départ. Et donc ça va enlever l'eau. Et ensuite, dans sa bouche, c'est là qu'il y a une transformation des enzymes ça va devenir du miel. En fait, le miel, c'est du nectar où on a enlevé l'eau, et derrière, ça a été transformé par les enzymes qu'il y a dans sa bouche. Voilà. Et donc ça, c'est fait N fois. Hein, d'abord, c'est vraiment fait N fois, enfin même plusieurs milliers de fois pour donner du miel. Alors là, il y a deux choses qui sont vraiment rigolotes. C'est le système d'ailes et le système de pattes de l'abeille. Vous voyez, souvent les abeilles, vous voyez, elles ont des boules avec le pollen. En fait, comment ça marche? C'est qu'il y a les poils, il y a un mouvement. Alors, après, quand on regarde à la loupe, on le voit ce mouvement. Il y a un mouvement permanent des poils de la tête vers les pattes. Vers les pattes que vous voyez là. Et dans les pattes, là, à ce niveau-là, il y a une petite cavité que j'ai représentée là, qu'on appelle la corbeille à pollen. Et donc il y a les poils, donc elle va dans la fleur, elle prend le nectar. Avec les poils, elle prend le pollen, donc elle ne fait rien, hein. Tout ça c'est en parallèle, hein. C'est du travail en parallèle. Et en même temps qu'elle marche sur sa fleur, en fait le pollen arrive ici et elle le compresse en marchant. Vous voyez, en faisant, elle arrive sur sa fleur et alors elle fait ces trois choses en même temps, qui fait que vous voyez ces fameuses pelotes qui lui permettent de transporter. Et moi, ça m'arrive souvent sur les ruches chez les apiculteurs, tout le monde connaît ça, c'est que des fois elle est tellement lourde qu'elle se plante quand elle arrive sur la ruche, quoi. Elle arrive et pouf, et hop, elle remonte parce qu'en fait elle est trop chargée. Et l'autre chose qui est intéressant, c'est ces petits trucs-là. Bon, là, c'est pris au microscope électronique. Je vais vous montrer après. C'est qu'en fait, les ailes, est-ce que je l'ai fait après? Les ailes, en fait, elles sont faites en deux parties, en fait. Vous savez, les avions, dans les avions
où en fait on replie les ailes et ainsi de suite. En fait, elles ont le même système. C'est fait en 2 parties et il y a des crochets entre les 2 parties. Et en fait, quand elles atterrissent, en fait, ces 2 parties-là, elles les décrochent, elles font ça, et hop, elles mettent les ailes comme ça. Ce qui permet de prendre beaucoup moins de place dans la colonie. Vous voyez, plus on rentre dans le détail de cet animal, et encore, moi j'ai pas le niveau, et plus on découvre des trucs, mais qui sont vraiment extraordinaires. Bon, alors là, le système digestif, je vais peut-être pas vous le présenter. Je sais pas si. Donc la reine. La reine, elle naît, donc, comme je vous disais, elle vit entre 3 et 4 ans. Alors ça, c'était les chiffres de ma grand-mère, parce que malheureusement, c'est en train de diminuer. On ne sait pas pourquoi. C'est que la durée de vie des... Moi, les rennes, je fais en tant qu'apicultrice, je fais aussi l'élevage de rennes, de mes rennes, hein, j'élève mes rennes. Et aujourd'hui, on est plus à du 3 ans que du 3-4 ans. On est plus à du 2-3 ans que du 3-4 ans. Et ça, on ne sait pas obligatoirement pourquoi ça... Enfin, c'est grave, quoi. C'est grave, hein, parce que la durée de vie, c'est quand même elle qui va perdurer la population de la colonie. Et donc, elle pond 2000 œufs par jour. Même quand nous, on ouvre les ruches, elle continue à pondre. Elle est omnubilée par ça. Elle pond tout le temps. Et donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, elle contient... Donc, elle a des ovaires hypertrophiés. Ça pond, ça n'arrête pas de pondre. Et elle a surtout, donc ça c'est l'université de Manchester qui a découvert ça il y a 4 ans, elle émet plus de 250 phéromones. Et il y a certaines de ces phéromones, il y a deux de ces phéromones, je vous ai dit tout à l'heure, les ouvrières étaient des femelles. Et en fait, il y a certaines de ces phéromones qui vont castrer chimiquement les ovaires des ouvrières. Donc en fait, les ouvrières ne vont pas pouvoir pondre, ils ne vont pas pouvoir pondre parce que justement, la reine, par la chimie, par un effet chimique, la pilule, hein, la reine n'a pas inventé la pilule, enfin on n'a pas inventé la pilule, la reine l'a inventée, donc par un système chimique, va inhiber les ovaires des ouvrières. Et donc ce qui se passe, c'est que quand la reine meurt, si la reine meurt dans la colonie, on va se retrouver avec des ouvrières qui n'ont plus cette castration chimique et qui vont se mettre à pondre. Sauf que ces ouvrières-là, ce sont vraiment des femelles, hein, mais ces ouvrières-là, comme elles n'ont pas de spermatozoïdes dans leur abdomen, elles vont faire des mâles. Elles vont faire des mâles parce qu'elles n'auront pas fécondé l'œuf qu'elles feront. Et donc, la reine ne peut pas manger seule. La reine, c'est pour ça qu'on dit ça court. Elle est incapable de manger seule parce que, alors je ne sais pas pourquoi, mais elle a une langue qui est toute petite, vraiment toute petite. Et puis en plus, elle ne mange que de la gelée royale. Donc la gelée royale, c'est forcément les jeunes abeilles qui vont lui donner à manger. Le faux bourdon. Alors le faux bourdon, on ne connaît pas beaucoup. Donc le faux bourdon, il est présent dans les colonies. Moi, j'ai commencé à voir les naissances de faux bourdon mi-mars chez nous. Et puis son travail, ça va être de féconder, mais pas sa reine, pas sa mère, mais de féconder des reines qui sont à plus de 3-4 km pour éviter la consanguinité. C'est pour ça que le faux bourdon, il est très musclé, il est très gros, il est hyper musclé. C'est vraiment il peut aller très très haut. Pour justement, donc il va voler très haut pour redescendre derrière pour justement aller féconder des reines qui ne sont pas de son entourage. Et le faux bourdon, quand il féconde la reine, il meurt. Il perd carrément son organe génital dans la reine. Donc en fait, il ne le fait qu'une seule fois, le faux bourdon. Hein. Et une seule fois, il a des plaisirs et c'est terminé ensuite. Donc, vous voyez, voilà, donc c'est pas eux. Et en plus, le faux bourdon, il ne faut vraiment pas être faux bourdon, hein. Franchement, ça ne fait pas envie. Le faux bourdon, à la fin, les dernières fécondations dans notre coin, ça se fait, et ce n'est pas les meilleures fécondations d'ailleurs, ça se fait en juillet. Et après, le faux bourdon, quand il n'est plus utile, les ouvrières le chassent. Et il meurt. Il meurt tout seul dans son coin. Voilà. Donc voilà, il n'est plus utile, le mec il n'est plus utile, donc il est viré. Voilà. Donc c'est ça être un faux bourdon.
Tu es enregistré, toi, tu sais. Après, on connaît très très mal le rôle du faux-bourdon. On sait qu'il a un rôle énorme sur justement le réchauffement de la colonie. Elle est à 35 degrés, la colonie à l'intérieur. Donc on sait qu'il y a un rôle énorme là-dessus. Mais voilà, notre niveau de connaissance est vraiment très, très faible. Là, je vais vous montrer une vidéo. Donc c'est National Geographic, hein, c'est pas moi qui l'ai faite. J'aimerais bien savoir faire une vidéo comme ça, mais voilà. Mais non. Donc en fait, c'est une vidéo qui vous montre, voilà, au départ, la reine pond un œuf. L'œuf devient une larve. Cette larve grossit au fur et à mesure. Et là, vous voyez, le fameux truc blanc, c'est la gelée royale. La larve grossit. Et à un moment donné, quand la larve est suffisamment grosse, on va avoir ce qu'on appelle une nymphe. Et là, vous voyez, donc la nymphe, les abeilles mettent, si vous voulez, Là, en fait, c'est une coupe, hein. Il faut faire attention, mais en fait, c'est carrément sous la cire. Parce que là, vous avez carrément la transformation de la larve. C'est comme le papillon. Vous avez la transformation de la larve en abeille. Et les derniers jours. Et quand une reine naît, elle n'a pas encore sa pigmentation. C'est pour ça que nous, en tant qu'apiculteurs, quand on voit les reines, quand une abeille naît, elle n'a pas encore sa pigmentation. Il faut compter 24 heures pour avoir sa pigmentation. Et là, vous voyez, à gauche, là, vous voyez, il y avait une abeille, vous voyez, là, elle nettoie. Parce qu'ils sont tellement c'est un animal qui est tellement dans l'optimisation que dès qu'elle est née, la première chose qu'elle fait, c'est nettoyer la cellule dans laquelle elle était. Pour que la reine puisse répondre tout de suite. Voilà. C'est un monde où le collectif passe avant. Donc là, il y a deux images. Donc ça, c'est ce que nous, en tant qu'apiculteurs, quand on ouvre nos colonies, c'est ce qu'on regarde tout le temps. Donc, je vais monter. Donc là, vous voyez, ça, c'est du couvain de faux bourdon. Vous voyez, le faux bourdon est plus gros, donc il faut beaucoup plus de... Il faut que la cellule soit plus grande. Et là, c'est des abeilles. Et ça, c'est la reine. Et la reine, en fait, ça, c'est une reine. Et la reine est mise en verticale. Pourquoi? Parce que la reine est plus grande, donc il faut plus de place. Donc du coup, le couvain, il est comme ça. Et la reine, elle est comme ça. Donc nous, notre travail, en tant qu'apiculteur, moi là je parazone en tant qu'apiculteur pro, c'est quand on voit ça, ça ne nous plaît pas trop, parce que ça veut dire que notre reine qui est dans la colonie, potentiellement va partir. C'est ce qu'on appelle l'essaimage. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est quand la pression, quand il y a beaucoup d'abeilles dans une ruche, en fait, il y a une concentration de phéromones telle que les abeilles se disent « Ah non, mais on est trop nombreux, il faut qu'il y ait une partie qui parte. On est trop nombreux, il faut partir. » Donc du coup, elles vont produire, donc c'est le collectif qui va décider de produire des reines. Et c'est le premier collectif qui va le faire, c'est les cirières qui vont décider de construire ce qu'on appelle une amorce. Donc vous allez avoir une cellule comme ça, ils vont construire le début. Et quand ils vont construire comme à la verticale, la reine va dire « Ah, c'est à la verticale, donc je vais prendre une femelle. » Et après, la communauté va dire « Ah, c'est à la verticale, donc je vais mettre que de la gelée royale. » Donc vous voyez que c'est plusieurs entités, plusieurs uns qui va décider à la fin de faire de faire une reine. Donc nous, notre boulot au quotidien, parce que c'est tous les jours qu'on est sur les ruches depuis 2 semaines, c'est d'observer ce qu'on appelle la dynamique de la colonie, d'observer que tout va bien, qu'il y a une vraie qualité. Par exemple, là, un couvain comme ça, c'est très mauvais en fait. Si on voit ça, c'est très mauvais. Pourquoi? Parce que vous voyez, il y a plein de trous. Ça veut dire que la reine, elle a pondu, puis après elle s'est baladée, puis après elle s'est mise à pondre, puis après elle s'est baladée. Donc ça veut dire, ça c'est un vrai souci, ça veut dire que la population va être faible à la fin, parce qu'en fait, elle se balade plus qu'elle pond. Alors son boulot c'est de pondre. Mais c'est quoi la durée de vie? Enfin, je veux dire, quand ça commence à dégénérer comme ça veut dire que c'est à combien dans le temps? En fait, notre boulot à nous, mais c'est le boulot de tout agriculteur en fait. Ouais. Notre boulot, c'est de se dire, c'est pas arrivé à ça en fait. C'est de sentir les signes, c'est énormément de travail d'observation, et ça s'apprend sur le tas, ça s'apprend à force. Parce que là, force. le dysfonctionnement, il est au bout de combien de temps? Enfin, je veux dire, ça c'est une mauvaise ruche, ça, c'est une mauvaise ruche. Ça, il faut changer la reine. Ouais, il faut changer la reine. Et donc ça, si on s'en occupe bien, on peut s'en apercevoir au bout de 3 semaines à mois. Ah, ouais.
Et notre boulot, c'est d'être encore plus, voilà, c'est que nous, par exemple, moi, je le vois avant parce que moi, je regarde l'homogénéité de la ponte, mais dès le départ, dès le mois de mars, dès le début mars. Avant de voir un truc pareil. Parce que ça veut dire que là, ça veut dire qu'on a déjà une semaine. On aurait dû l'observer il y a une semaine et demie, 2 semaines. Okay. Ah oui. Voilà. Excusez-moi, remédier à ça, c'est soit vous avez dit changer la règle, c'est ça? Alors, il y a plein de façons de faire. Alors, il y a plein de causes possibles. Et c'est là où, en fait, si vous voulez, ce que je disais au début, c'est qu'en fait, on est devant un monde, aujourd'hui, le monde de la nature, qui est d'une complexité. Les causes sont hétérogènes. Ça peut être la reine qui pond mal, ça peut être la reine peut mal pondre parce qu'il n'y a pas assez d'abeilles pour chauffer à 35 degrés. Ça peut être des problématiques d'humidité. Ça peut être des problématiques. La première cause de mortalité au monde, ça s'appelle le varroa. C'est un tic qui vient d'Asie encore. Qui vient d'Asie et en fait qui se met sur les larves, se met avant la naissance et mange le gras des abeilles. Et dans ce gras des abeilles, l'inconvénient, c'est qu'il y a une molécule qui s'appelle la phytologénine, et cette molécule, en fait, on l'a tous, la phytologénine, ça a un impact direct sur la durée de vie. Et donc, ça peut être aussi le varroa qui s'est mis dans certaines cellules, et les larves sont mortes, et les abeilles, leur boulot, c'est aussi de faire ménage. Donc, il y a plein de causes possibles. Donc, notre boulot, c'est justement d'enlever les causes, quoi, de dire bon, ok, la reine, est-ce que ouais, mais là, elle a bien pondu sur ce couvert-là, mais elle a pas. Essayer d'enlever les causes. Et c'est pour ça que, malheureusement, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe sur les colonies d'abeilles, être apiculteur, c'est ouvrir souvent. Contrairement à ma grand-mère, qui ouvrait pas souvent, et il y a une quarantaine d'années, maintenant, il faut ouvrir souvent parce qu'il y a tellement de choses qui arrivent que si vous voulez faire la bonne analyse, il ne faut pas avoir loupé une étape. Parce que si vous avez loupé une étape, vous faites le mauvais choix et la mauvaise analyse pour aider les colonies. Et le boulot d'un apiculteur, c'est justement d'accompagner ses filles et ses hommes, il y a quelques hommes quand même, les accompagner un maximum et de les aider à ne subir le moins possible ce qui se passe autour d'elles. Donc ça veut dire que tous les jours, en fait, vous allez... Non, moi j'y vais... Bah, ça dépend des saisons, mais là, depuis 2 semaines, j'y vais une fois par semaine sur chaque colonie. Une fois par semaine. Ouais. Et puis ça va durer jusqu'à début juin. Après, en juin, ça va être un peu les vacances, enfin, façon de parler. Ouais. Et puis en juillet, là, c'est un énorme truc. Parce que nous, on est en bio en plus, donc il y a des choses que l'on fait que... En juillet, c'est de la folie. Juillet jusqu'à mi-août, c'est énorme. Et puis après, en septembre, ça baisse. En octobre, il y a une fois tous les 2 semaines et demie. Et puis novembre, décembre, janvier, février, tranquille. Alors, dans une colonie, vous allez avoir une abeille quand elle naît. Vous allez avoir plusieurs rôles, en fait. Elles vont avoir des rôles différents. Et ces rôles vont être déterminés par les phénomènes extérieurs qui se passent et également par la concentration. Tout est une question de phéromones. Tout fonctionne par des phéromones. Et donc vous allez avoir des abeilles qui vont nettoyer, des abeilles qui vont ventiler, des abeilles qui vont nourrir la reine, des abeilles qui vont nourrir les larves. Et ce rôle-là, ça va dépendre d'un... Chaque rôle fait que l'abeille va émettre certains phéromones. Et c'est la concentration, et donc en fonction de la concentration de chaque type de phéromone, en fonction de son rôle, qui va dire, bah tiens, là j'ai trop de nettoyeuses. Ah bah ça serait bien qu'il y en ait qui soient plus nettoyeuses et qui soient ventileuses. Ah bah oui, ça là, ça serait bien que... Et ça, c'est encore un système collectif qui va décider de ça. Donc par exemple, je suis abeille, et je suis en train de nettoyer, et puis à un moment donné, j'ai mes petites copines qui me disent « Attends, tu es en train de nettoyer ?» Sauf que tu as repéré qu'il y avait beaucoup de CO2 en ce moment dans la colonie, parce que moi, nous, on a repéré ça, donc les autres vont commencer à émettre et dire « Ah, il faut des abeilles qui vont ventiler. » Et puis moi, je vais dire « Ah bah oui, c'est vrai, elles ont raison, moi aussi, mes antennes me disent qu'il y a trop de CO2, et je vais me mettre à ventiler aussi. » Donc c'est une décision collective, hein, c'est des messages collectifs qui font que ces rôles vont se répartir. Donc vous avez les nettoyeuses dont le boulot est de nettoyer, c'est-à-dire que quand il y a des larves qui sont mortes et qui vont nettoyer en permanence la colonie. Vous allez avoir les nourrices qui vont nourrir les larves, soit en gelée royale, soit en mélangeant. C'est-à-dire que quand je suis une ouvrière, si j'ai une larve ouvrière, elles vont au départ
nourrir en gelée royale et ensuite nourrir en pollen et en miel. Donc le pollen, c'est l'apport en protéines, hein. Vraiment c'est l'apport en protéines des abeilles. Après, je vais avoir les architectes et les maçonnes. Vous voyez là, c'est le truc. Donc ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est étudié par les architectes. Parce que ça, les formes qui sont là, c'est pas n'importe quoi. C'est des formes qui permettent d'avoir un taux d'humidité constant, en fait, à l'intérieur. Et ça, ces formes-là, c'est étudié notamment pour éviter, sur certains bâtiments en Afrique, pour éviter d'avoir de la clim. Parce que du coup, j'ai une ventilation constante à l'intérieur de l'isolé. Et le truc qui est génial là-dedans, c'est que les architectes, ce sont les anarchistes de la colonie. C'est qu'il y a 20% à peu près, 20 à 30% dans une colonie d'abeilles qui ne répondent pas aux règles. Quand je dis, tout à l'heure, quand je vous disais, bah, tiens, je suis nettoyeuse et il faut que je devienne ventileuse, eh ben, il y a 20 à 30% de ces abeilles qui me disent, bah, moi j'ai pas envie d'être ventileuse, je ne serai pas ventileuse. Voilà. Et c'est ces abeilles-là, et c'est hyper intéressant, c'est ces abeilles-là qui vont permettre d'avoir la survie de la colonie. C'est ces abeilles-là qui vont se dire, ah, il y a trop de monde, il faut qu'on se barre. C'est ces abeilles-là qui vont dire, ah, je sens le feu, il faut qu'on se barre. C'est ces abeilles-là qui vont faire réagir le collectif, en fait. Et c'est ces abeilles-là qui sont les architectes. Et dans les ruches, des fois, on voit des formes, et c'est extraordinaire. C'est des anarchistes de première, quoi. Ils font des formes, des fois, on se dit, mais c'est pas possible, quoi. Des formes incroyables. Et ensuite, elles décident des formes, donc elles se mettent, alors ça on le voit souvent dans les colonies, ce genre de choses, elles se tiennent les pattes entre elles, et elles vont, avec les glandes de cire qu'il y a ici, que je vous ai mis là, qui sont dessous, elles vont créer toute la structure. Elles vont créer les architectes, elles vont créer la structure. Et puis après, il va y avoir les maçonnes, qui sont vraiment des maçonnes qui vont arriver avec le béton, là, et elles qui ont des glandes ciliaires beaucoup plus importantes, et qui vont finir la construction du système. Vous savez pourquoi c'est en alvéole, hein, dans une ruche? Comment? Voilà, c'est le système qui permet d'optimiser la matière, enfin d'optimiser le grenier, l'espace, en utilisant le moins de matière possible. D'accord? Le fameux nid d'abeille, et qu'on utilise beaucoup en aéronautique aujourd'hui, c'est ultra léger, très peu de matière pour le fabriquer, mais par contre un espace énorme pour pouvoir mettre la matière à l'intérieur. Donc moi j'adore particulièrement les architectes. Donc après, vous avez un autre truc aussi qui est incroyable, donc tout ça, vous imaginez le bazar qu'il y a, vous avez 60 000 abeilles là-dedans, il y avait les manutentionnaires. Donc les abeilles que vous voyez à l'extérieur, ce qu'on appelle les butineuses, c'est les abeilles les plus expérimentées. C'est les vieilles abeilles que vous voyez à l'extérieur. C'est pas les... Donc quand on dit ouais, il y a de l'activité dans une ruche, c'est pas pour autant que la colonie n'est pas déjà morte, qu'elle va mourir. Parce que c'est des abeilles qui ont entre 20 et 40 jours. Et elles ont tellement l'expérience qu'elles vont sortir. Elles prennent le risque de sortir. Mais quand elles arrivent, elles repartent tout de suite. Parce qu'on est dans l'optime. C'est du taylorisme ce truc. Et donc il y a les manutentionnaires qui vont prendre la bouffe de l'abeille et qui vont les rentrer dans la ruche. Donc quand vous voyez votre ruche, votre colonie, vous avez les abeilles, il y en a qui sont là et qui attendent, qui prennent la bouffe, qui rentrent, et les autres partent, et ainsi de suite. C'est une usine ce truc. Les ventileuses, ça aussi j'adore. Les ventileuses vont chercher de l'eau. Alors ça, vous en voyez souvent au mois de juin-juillet. Elles ont de l'eau sous la tête. Et en fait, elles arrivent dans la ruche, elles ventilent, elles font une clim. Voilà. C'est ça qu'il faut la maison. La clim, c'est exactement ça. Et donc c'est pour ça que l'eau, c'est vraiment important sur les pollinisateurs, enfin pour les abeilles, c'est vraiment de l'eau, il faut toujours, alors, si vous avez des apis là, dans la salle, il faut tout le temps qu'il y ait de l'eau de mars à octobre sur vos ruches. Parce que c'est ça qui va permettre d'avoir un taux d'humidité constant dans les colonies. Elles ont un rôle vraiment, vraiment important. Mais là, pour qu'il y ait de l'humidité, c'est le matin, non? Tôt, elles sortent, je sais pas, l'heure de... Elles sortent au lever du soleil. Enfin, il faut une température de 10 degrés à peu près pour qu'elles sortent. Ouais.
Elles n'aiment pas le vent, c'est-à-dire que là aujourd'hui, moi, quand j'ai ouvert mes ruches, parce que voilà, fallait que j'aille, je m'en suis pris plein la figure parce qu'elles détestent ça, le vent. Et puis, surtout pendant l'été. Et puis l'été, le problème c'est que il fait chaud la nuit et vous avez 60 000 individus. Donc elles font des fois des grappes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des grappes extérieures à la ruche. On appelle ça barde. Elles font des énormes grappes parce qu'il fait trop chaud à l'intérieur, donc il y a des individus qui sortent pour pas qu'il fasse trop chaud à l'intérieur. Et par contre, elles se collent ensemble. Donc nous, quand on transhume, parce qu'on fait des transhumances au mois de juin, ça c'est un peu la galère. Et il y a un moment dans la nuit où il fait le plus froid, c'est vers 3h30, 4h du matin. Il y a vraiment un point à ce moment-là. Et donc là, elles ont tendance un peu à rentrer. Donc nous, là, à 3h, 4h du matin, il faut qu'on aille fermer les ruches à ce moment-là. Donc les gardiennes, je vais vous montrer un exemple. Donc c'est une vidéo aussi, hein, pas de moi du tout. Donc c'est un exemple de... Les gardiennes, en fait, leur boulot, c'est d'empêcher les autres abeilles de venir dans la ruche. Donc c'est par le système de phéromones. Et là, voilà. Et là, il y a un frelon asiatique qui rentre. Et donc ça, c'est un truc. Donc vous voyez là, il est en train de... Alors, le frelon asiatique, il dépaisse parce qu'il ne prend que le thorax de l'abeille. Il ne mange que la partie musculaire. Et là, à un moment donné, il y a des phéromones. Donc il y a les gardiennes qui disent « Ah, il y a une attaque, il y a une attaque ». Et elles émettent des phéromones particuliers qui fait que toute la colonie va attaquer le frelon asiatique. Et là, le principe, c'est que le frelon, il va être étouffé. Et le frelon n'accepte pas des deltas de température et il a besoin aussi de respirer. Et là, les abeilles, collectivement, vont étouffer le frelon asiatique. Le truc qui est intéressant sur le frelon asiatique, parce que c'est assez récent, donc on a subi, en tant qu'apiculteur dans le coin, on a subi surtout l'année dernière. Avant, on en avait un peu, mais voilà, c'était pas... Alors, par contre, l'année dernière, on en a subi énormément. Et moi, mes abeilles, elles ont changé de comportement. C'est-à-dire que mes abeilles, elles ont appris à commencer à attaquer le frelon asiatique, alors qu'il y a 2 ans, ce n'était pas le cas. Donc assez rapidement, on se rend compte qu'il y a vraiment des changements comportementaux. Voilà, et donc là, il est mort. Ça me parle. C'est la même méthode d'attaque pour l'homme aussi? Une attaque pareille? L'homme, en fait, moi je mets toujours une combinaison. Et vous voyez, des apiculteurs sans combinaison. Moi je mets toujours une combinaison parce qu'on est en face de nous. Alors, on dit l'abeille domestique, on ne devrait pas dire ça. Ça reste un animal sauvage que l'on exploite, mais ça reste un animal sauvage. Et suivant le temps, des fois on a des comportements très bizarres. Des fois on pourrait y aller en maillot de bain. Ouais. Et puis des fois, non quoi. Donc moi je mets tout le temps la combinaison. Tout le temps. Et puis, mais bon, ça ne nous empêche pas d'être piqués. Hein. On est piqués très souvent même. Ah oui? Ouais, on est piqués, je sais pas, 5-6 fois par jour, je pense, à peu près. Et puis après, on apprend à être... En fait, c'est un métier où il faut être calme, parce qu'elles le sentent. Donc moi, ça m'arrive quand même d'avoir... L'année dernière, j'en avais une dans la narine et une dans l'oreille. Ah ouais? Il fallait attendre, quoi, qu'elle sorte. Et le problème, c'est dans l'oreille, c'est vraiment désagréable. Parce que dans la narine, ça va encore, elle sort. Donc il faut être calme. C'est un métier où il faut être calme parce que faut respecter, en fait. Enfin, Ouais, voilà. Il faut vraiment être calme. D'accord. Alors là, je vais vous parler, pour finir, je vais vous parler un petit peu de l'intelligence de nos chères filles et hommes. C'est qu'en fait, vous savez, il y a dans les années 70, donc en 71 d'ailleurs qu'il a eu le prix Nobel, il y a un Allemand qui s'appelle von Frisch, donc, qui était un chirurgien du cerveau, voilà, qui étudiait l'abeille. Parce que l'organisation du cerveau de l'abeille est identique au cerveau de l'humain, en termes d'organisation. Dans tout le système neuronal, ça fonctionne de la même manière. Sauf que dans l'abeille, il y a 960 000 neurones, alors que nous, on a plus de 10 milliards de neurones. Donc vous imaginez bien que si on a un système de cerveau identique, c'est plus facile en tant que chercheur et en tant que scientifique d'étudier un cerveau qui a 960 000 neurones qu'un cerveau qui en a plus de 100 milliards. Donc c'est pour ça que ce chirurgien a découvert, c'est le fameux chirurgien qui a découvert que l'abeille avait un langage. Donc oui, l'abeille a un langage. Et un langage mais pas comme nous on l'entend, un langage avec plusieurs systèmes. Le premier système, c'est le système olfactif. Donc vraiment le système olfactif, c'est la première chose. Donc là on est en train, alors là on essaye de fabriquer des machines pour imaginer
l'ambiance olfactive d'une colonie. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit une reine, c'était 250 phéromones différents. Une abeille, c'est 25. On a réussi à trouver ça. Maintenant, vous avez 25 fois 60 000 abeilles. Et donc, en fait, on essaye là, scientifiquement, de faire un modèle, c'est avec de l'intelligence artificielle, hein, de faire un modèle de comment une colonie fonctionne, parce qu'en fait, on ne comprend rien. Vous imaginez, ça dépasse l'humain, en fait, de comprendre comment une colonie fonctionne, avec cette possibilité de phéromones. Donc là, c'est la première chose, et franchement, on n'y connaît rien. On sait que c'est ça, mais on n'y connaît rien. La deuxième façon de faire, c'est le système vibratoire. C'est qu'au niveau, alors je ne vous ai pas expliqué aussi les pattes, au niveau des pattes, en fait, il y a un système. Les pattes, c'est à la fois un système de vibration, donc en fait, par les pattes, ils arrivent à communiquer au niveau vibratoire. Et les pattes, oui, j'ai oublié de vous dire aussi, les pattes, c'est aussi un système de. C'est le nez aussi des abeilles. Ils ont aussi ça. Quand vous voyez une abeille qui se pose sur une fleur et qui repart tout de suite, c'est parce qu'en fait, au niveau de ses pattes, elle s'est posée, elle a senti qu'il n'y avait pas de nectar, sentir au sens sentir, au sens du nez, et du coup, elle est repartie direct. Donc ça lui permet d'optimiser son temps. Donc elle a aussi ça. Donc la deuxième façon de parler, c'est une conjonction phéromone. C'est une conjonction phéromone, vibration. Oh là là. De la partie phéromone, de la partie vibration. Et aussi, les abeilles, elles aussi des parties comportementales. C'est-à-dire que, par exemple, quand elles soulèvent une patte par derrière, ça veut dire quelque chose. Donc, il y a aussi la partie comportementale du corps. Et la dernière chose que vous avez certainement entendu parler, ça s'appelle ce qu'on appelle, ce que Van Frisch a notamment montré. Si je vais vous montrer une vidéo derrière. Si on y arrive. Tiens, remets la attendez 2 secondes. Une chose, c'est qu'au niveau comportement, enfin au niveau du corps de l'abeille, la fameuse danse des abeilles. Je vais vous montrer une vidéo derrière. Donc en fait, quand l'abeille revient de voir sa fleur, elle va danser pour dire à ses congénères à la fois la distance dans laquelle la fleur a été trouvée et la direction. Donc le principe, c'est la fameuse danse, vous voyez, donc là, elle va faire une danse, vous voyez, là, il y a un petit dessin. Elle va faire une danse comme ça, je vais vous montrer une vidéo, c'est extraordinaire. Et donc là, l'orientation de cette danse, ça va donner la direction dans laquelle est la fleur par rapport au soleil. Et le nombre de vibrations que vous voyez au milieu, là, vous voyez, plus ça va être vibrant, plus la fleur sera prête. Plus ça va être loin, plus la vibration sera grande. Je vais vous montrer une vidéo. Donc vous voyez, c'est plein, il y a vraiment une notion de langage, et puis je vais vous... Ah, zut, oui, ça va, elle est là, la vidéo. Donc je vais vous montrer. Où elle est, ma fille? Attendez. Voilà, regardez celle-là. Vous voyez? Voilà. Ça, c'est la danse, donc on en voit plein, hein. C'est-à-dire elle danse, et elle se passe, et là, vous voyez, toutes ces congénères, là, regarde où elle est. Et voilà, donc ça c'est la fameuse danse des... Alors là, vu sa fréquence de vibration, c'est que la fleur ne doit pas être très loin. Voilà. Donc, je vais vous donner une anecdote qui m'a été rapportée par... Donc vous voyez, il y a un transfert, donc il y a vraiment un langage. Et il y a une anecdote qui est vraiment extraordinaire. C'est que j'ai la chance de connaître un responsable du CNRS de Toulouse, qui ont repris les travaux de Van Frisch sur l'intelligence de l'abeille. Et en fait, ils apprennent à une abeille, en fait, on peut domestiquer une abeille. Donc ils apprennent à une abeille à aller dans un labyrinthe, qui a des différents signes dans ce labyrinthe. Et en fonction et à la fin de ce labyrinthe, il y a une solution sucrée pour l'abeille. Et donc, ça leur a permis d'apprendre, par exemple, que l'abeille est capable de faire 7 opérations différentes avant d'arriver à la solution sucrée. Donc, ils s'amusent. Hein. Ils s'amusent à faire ça, donc c'est trop génial. Et le truc qui est incroyable, c'est que du coup, ils avaient des abeilles qui étaient habituées à ça. Donc, ils les avaient formées. Et ils avaient tout un système de labyrinthe qui avait été fait en contreplaqué, dans une salle et tout ça. Et puis voilà, et puis l'hiver, ils laissent leur système de labyrinthe dans la salle. Et puis au printemps, au mois de mars, ils ouvrent la fenêtre, parce que voilà, ils voulaient ouvrir la fenêtre, mais comme ça. Et en fait, les abeilles avaient
aller rechercher la solution sucrée du labyrinthe. Sauf que là, on avait 7 ou 8 générations différentes de delta entre l'abeille qui avait appris et l'abeille qui était au mois de mars en train de regarder le labyrinthe. Donc en fait, il y a un vrai transfert. Donc là, on ne maîtrise rien. On sait maintenant, c'était extraordinaire, mais on sait qu'il y a un transfert du savoir, mais on ne sait pas comment. Mais c'est quand même génial. Alors, donc, par exemple, il y a une chose qui me demande, c'est est-ce que tes abeilles te reconnaissent? En fait, l'abeille, en termes visuels, elle voit parce qu'elle est dans l'optimisation. L'abeille, c'est un animal optimisé à fond. Donc, quand elle voit mon visage, en fait, elle voit que j'ai elle voit des surfaces. Elle voit que l'œil, elle voit que des surfaces, parce que la fleur, c'est un ensemble de surfaces, en fait. Et donc, c'est des proportions de surface. Et donc, elle va me dire, bah, tiens, elle a un petit nez. Donc voilà, là, il y a 2 surfaces. Donc, elle va faire des proportions de surface pour définir, pour reconnaître mon visage par rapport à un visage de quelqu'un d'autre. Donc, oui, elle sait reconnaître les visages. Donc, ça, on l'a démontré. Hein. C'est vraiment, les abeilles savent reconnaître, mais elles ne voient pas le visage, elles voient des notions de proportions différentes. Quantité de cheveux, des choses comme ça. Pas l'odeur. Après, oui, l'odeur. L'odeur, quand on va sur les ruches, il ne faut jamais mettre de parfum ou ce genre de choses. Hein. Il faut être le plus neutre possible. Et je terminerai par cet exemple-là. Bon, là, on a découvert, qu'entre les fleurs et l'abeille, il y avait des systèmes il y avait des champs électriques. En fait, les abeilles, le fait qu'elles n'arrêtent pas de bouger dans tous les sens, hein, en fait, elles émettent, ça leur fait perdre, en fait, le fait de ça leur fait perdre des électrons. Et donc, du coup, c'est un peu, si vous voulez, quand vous frottez un truc de chat, là, vous savez, quand on faisait ça avec les règles quand on était gamin, là, ben, en fait, l'abeille, avec ses mouvements, il se passe exactement la même chose. Et ce qui se passe, c'est que donc en fait, elle va perdre en électrons, elle va être chargée positivement. Par contre, les fleurs, elles sont reliées à la Terre. Donc en fait, il va y avoir, à l'inverse, il va y avoir le fait qu'elles soient reliées à la Terre, il va y avoir une charge négative entre les deux. Donc en fait, au niveau magnétique, le pollinisateur et la fleur s'attirent. Bien. Ah oui, ok. Voilà. Ça tire quoi. Ouais, ça tire. Après, on s'est rendu compte, je ne sais pas si vous avez entendu, c'était début d'année, ça a été publié sur Nature. En fait, on s'est rendu compte que les plantes émettaient des bruits pour les pollinisateurs, pour certains pollinisateurs. C'est un peu le même principe. Donc voilà, je voulais vous montrer à travers plein d'exemples, et encore, je vous dis, on ne connaît pas grand-chose. Je voulais vous montrer à travers plein d'exemples que c'est quand même génial, quoi. Et ça, c'est un petit animal grand comme ça. On ne connaît rien. Et rien qu'en le peu de trucs qu'on connaît, on se dit, mais waouh, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Voilà, mais j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, hein, Ah oui, le truc. Ah ouais, j'ai une autre anecdote. En fait, au niveau maths, elles sont bien meilleures que nous. C'est sidérant. Elles savent faire des opérations en dessous d'eux, au-dessus d'eux, des plus, des moins. Et elles ont un truc que moi, quand même, que je pensais qu'il était que pour l'humain. Mais apparemment, il y a plusieurs animaux notamment l'orang-outan. En fait, elles ont un niveau d'abstraction, elles arrivent à comprendre le zéro, le rien. Le rien, c'est compliqué dans la nature, rien. Voilà, donc elles arrivent à comprendre le zéro. Donc il y a eu des expériences qui ont été faites. Et donc ça, c'est vraiment un niveau d'intelligence. Quand on commence en mathématiques on s'est rendu compte aussi qu'elle comprenait les nombres négatifs. C'est pas de la survie plutôt, non? Comment? C'est pas de l'instinct de survie plutôt? Non, c'est-à-dire que vraiment elles font des opérations. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des scientifiques qui font des choses avec les. Mais si par exemple dans le rien, par exemple, il n'y a pas d'eau. Donc ça, c'est de l'instinct de survie, il n'y a pas d'eau. Ouais, non, mais c'est plus des opérations mathématiques, quoi. C'est plus dans ce sens-là. C'est pas le rien. C'est pas le rien au sens il n'y a pas. C'est le rien au sens. Zéro. Ne pas avoir quelque chose en mathématiques, c'est pas zéro. Ne pas avoir quelque chose, c'est une valeur. Ouais.
C'est pas zéro. L'abstraction du zéro, il y a très peu. D'accord. Ouais, il n'y a rien. C'est D'accord. l'abstraction, quoi. D'accord. Donc voilà, moi je trouve ça extraordinaire. J'y suis depuis 2016. Je me suis donne à fond là-dedans. Bon, Et franchement, on en découvre tous les jours, quoi. Et, Est-ce que ça serait pas plus facile de comprendre comment elles fonctionnent en imaginant qu'elles sont aussi intelligentes que nous? ben, moi, c'est ce que je pense. Mais le problème, c'est qu'en fait, on maîtrise rien. En fait, on maîtrise rien. Je pense que la nature, si au lieu de dire, l'environnement, on arrête de dire environnement, on dit la nature déjà, et puis qu'on se dise quand on voit quelque chose, on ne maîtrise rien. Je pense qu'on fera un énorme pas. Et là, moi, franchement, c'est ça. On comprend rien, il y a plein de choses. Aujourd'hui, on a des fois des mortalités, on pense connaître, et du jour au lendemain, on se retrouve avec une mortalité alors qu'on pensait maîtriser notre métier. Ça, c'est tous les apiculteurs, mais même des gens qui ont 30, 40 ans d'expérience. Un apiculteur qui vous dit qu'il n'a jamais de mortalité sur ses colonies, c'est pas vrai. Tout le monde en a. Parce qu'on maîtrise rien. Donc, le truc, c'est d'observer. Hein. La nature, il faut l'observer, il faut apprendre, il faut partager. Je pense que c'est pour ça que moi, je me suis mis à ZIM, parce que c'est par le partage. Moi, je ne connais rien. Donc, c'est en parlant avec des gens qui connaissent potentiellement plus que moi sur certains domaines, qu'on arrivera à plus comprendre. Quoi. Donc, je pense que si on veut comprendre ce qui se passe, il faut partager un max. C'est pour ça qu'on a fait ça ce soir. Et puis apprendre par les autres, quoi. Parce qu'on ne maîtrise pas. Alors moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre comment ces 3 points sur la tête d'une abeille de séparer d'une dizaine de millimètres, d'une dizaine de millimètres. Mais moi non plus. Arrive à savoir comme ça. Ouais. Non, mais la différence avec la soleil. Ouais, non, mais c'est incroyable. Non, mais je dis, c'est. Et comment on a trouvé ça? Qui est-ce qui a démontré ça? Parce qu'en fait, on fait des expériences sur les laboratoires. Je pourrais te montrer des trucs, mais sur les laboratoires, on fait des expériences. Ils font des expériences, ils allument d'un côté, ils allument pas de l'autre. Moi, par exemple, dans mon ancien boulot, j'avais été contactée par l'équipe du CNRSA, parce qu'ils ont fait, par exemple, on a fait un plateau virtuel de télé, sauf qu'il était grand comme ça. On a fait un plateau virtuel de télé où l'abeille marche sur une boule. Et en fonction des images qui sont présentées, tu vois, sur le plateau virtuel, en 180, eh bien on va détecter que si l'abeille marche vers cette fleur, ça veut dire qu'elle la voit, ou cette forme, ça veut dire qu'elle la voit. Si elle ne marche pas vers cette fleur, ça veut dire qu'elle ne la voit pas. Et donc les ocelles, alors je ne sais pas l'expérience sur les ocelles particuliers, je ne sais rien, je ne peux pas te dire, mais c'est ce genre de choses, c'est que tu as des gens qui travaillent, qui font que ça. Hein. Au CNRS de Toulouse, il y a 15 personnes. Il y a une autre entité en Allemagne, à Zurich, et ils sont une quarantaine. Ils ne travaillent que sur l'abeille. J'avais vu une expérience où s'était rendu compte que l'abeille dormait et rêvait aussi. Oui. Et que certaines abeilles, justement, comme vous l'avez dit, certaines sont anarchistes, mais certaines ne font rien aussi. Exactement. Et voilà. Je trouve que ça nous renvoie aussi un peu à la société, que c'est intéressant aussi qu'il y en ait qui fassent ça. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Voilà, et tout le monde n'est pas en train de bûcher à... Ah non, mais même l'hiver, il faut savoir, alors le truc qui est dingue, tout à l'heure je vous ai parlé de l'épigénétique. L'abeille d'hiver, l'abeille en ce moment, elle vit c'est vraiment, tout être vivant ne vit pas de la même durée, hein, on est d'accord, mais c'est entre 30 et 40 jours en ce moment, d'accord. L'abeille d'hiver vit 4 à 5 mois. En fait, au mois de septembre, les abeilles sont nourries différemment, on ne sait pas comment, qui fait que l'abeille dure plus longtemps pour assurer la survie de la colonie jusqu'au mois de mars, quand là, de nouveau il y a de la boue. Donc voilà, il y a des trucs comme ça. Et donc là, pour revenir à votre point, l'hiver, les abeilles, elles se préservent. En fait, leur boulot, c'est de rester en vie pour commencer, quand la reine se remet à pondre au mois de janvier-février, avoir encore les capacités de nourrir la nouvelle génération. Donc la notion des abeilles, elles ne bossent pas tout le temps. Elles bossent quand elles sont folles, quand il y a du nectar, quand il y a machin. Et elles sont dans une logique de se dire, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Donc, quand j'ai du nectar à l'extérieur, il faut que je me réserve un max parce que je ne sais pas ce qui va m'arriver.
Mais par contre, l'hiver, elles sont justement dans un mode où il ne faut pas les déranger, elles se mettent en boule. Alors le truc qui est dingue, c'est que comme il fait froid, elles se mettent en boule. Et les abeilles externes, du coup, elles ont tendance à se refroidir, puis à l'intérieur, elles ont chaud. Et il y a un mouvement permanent de cette boule. Alors les abeilles qui ont froid, elles disent « Ah les filles, moi j'ai froid, je veux rentrer là-dedans ». Et les autres, ils disent « Ok, mais moi j'ai chaud et je ressors de là pour réchauffer la colonie ». Voilà. Et donc là, elles se préservent un maximum. Et donc, quand on dit qu'il y a beaucoup de pertes l'hiver, c'est parce que la colonie d'abeilles d'hiver n'était pas assez grande, ou parce qu'il y a des problématiques de maladie qui fait que la colonie est morte plus tôt, avant que la nouvelle génération renaisse. Et donc c'est pour ça qu'on dit qu'il y a de la mortalité en hiver. C'est pas lié au froid. Hein. Le froid est le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus assez de froid. Les abeilles, elles n'ont pas froid, hein, c'est pas le sujet. Le vrai sujet, c'est que il y a un vrai problème de biodiversité aujourd'hui. Nos abeilles, par exemple, chez nous, là, nos abeilles, là, elles ont, depuis le noisetier, elles ont à manger. Elles rentrent du pollen, elles rentrent plein de trucs. Et à partir de début juin, elles n'ont plus rien. De début juin, chez nous, de début juin à fin août, elles n'ont plus rien. Et moi, je me suis rendu compte, au départ, je ne transhumais pas mes ruches. Parce que je trouvais ça... j'avais pas envie de transhumer mes ruches. Et en fait, en transhumant mes ruches, je me suis rendu compte que mes ruches étaient de meilleure santé. Parce qu'en transhumant mes ruches, moi, je ne transhume qu'une fois, une ruche une fois. Hein. Je ne suis pas une grande transhumante, je ne suis pas dans cette logique. Mais en transhumant mes ruches, je ramène la biodiversité. Ça marche sur la tête, je ne dis pas le contraire. Mais en fait, en transhumant, je ramène de la biodiversité à mes abeilles. La transhumance, c'était à combien de kilomètres alors? Vous entendez par transhumance? En fait, quand on transhume, qu'on est happy, quand on transhume, c'est pour aller chercher une fleur particulière. Ouais. Donc ça dépend de ce qu'on veut aller chercher. Mais c'est au-delà des 3 km, parce que sinon, d'accord, c'est au-delà des 3 km. Puis après, par exemple, moi j'ai des ruches dans le coin, si j'ai envie si j'ai des problèmes sur certaines colonies, pas de pollen, pour plus de pollen parce qu'il a fait sec, ou ce genre de choses, je vais aller tendance à monter en altitude. Parce qu'en altitude, tous les 200-300 mètres, vous avez 3 semaines un mois de décalage. Donc on va suivre l'altitude. D'accord. Et par exemple, hein. Oui, par exemple. Et par exemple, c'est ça aussi qui est génial dans ce métier, c'est qu'il faut apprendre les plantes. Par exemple, moi, quand je voyais pas ça avant, mais l'acacia, pour moi, il y a 3 floraisons d'acacia dans notre coin. Il y a 3 stades de floraison d'acacia. Ça dure un mois, la floraison d'acacia. Alors qu'avant, pour moi, ça durait une semaine, et c'est tout. Mais en fonction de en fonction de l'exposition de l'acacia. Si l'acacia a les pieds dans l'eau ou pas les pieds dans l'eau. Si la forêt d'acacia est dense ou pas dense. On va avoir des floraisons totalement différentes. Et nous, notre boulot, en tant qu'agriculteur, c'est d'observer tout ça et de dire, ah bah tiens, le bois, un tel, il y a une semaine de décalage par rapport à... Et le truc qui est génial, c'est que le décalage est toujours le même. C'est que moi, je sais que quand il y a de l'acacia qui fleurit, qui est en fleurs Lyon Sud, il y a une semaine par rapport à nous. D'accord. Et c'est tout le temps une semaine. C'est tout le temps. Le décalage est toujours le même. Donc ça, voilà, ça fait partie de notre job. Mais c'est super intéressant. Et, donc, ce que je comprends bien, c'est que donc, les abeilles, le miel qu'elles fabriquent, elles s'en servent elles aussi pour se nourrir, Oui. nourrir la ruche. Du coup, ma question, c'est quel est, nous, notre impact dans ce système qui fonctionne, j'allais dire, tout seul. On vient prendre de la nourriture, enfin, c'est du vol, enfin, entre guillemets. Oui, c'est du vol, c'est du vol. C'est de voilà. l'exploitation, hein, c'est un élevage. Hein. Voilà. L'agriculture est un élevage, hein, c'est pas autre chose. Voilà, enfin, Oui. c'est pas une incrimination. Non, mais j'essaie de comprendre quel est, nous, notre rôle là-dedans, justement, par rapport à notre système. Est-ce qu'il y a un impact négatif? Voilà, comment ça se passe en fait? Ça aujourd'hui a un impact négatif. Je suis apicultrice, hein, je le dis, c'est un impact négatif. Pourquoi? Parce que la récolte, on l'a fait l'été. Moi, ma grand-mère, la récolte, elle ne la faisait pas l'été. Elle la faisait à la fin de l'hiver. Elle la faisait quand c'était le restant, quand les abeilles recommençaient à avoir du nectar. Donc là, ça n'avait pas d'impact. Nous, la récolte, on l'a fait en juillet. Là, ça a un impact. Pourquoi on l'a fait en juillet? Parce que maintenant, toutes les ruches au monde sont traitées. Sont traitées à cause du varroa, vous savez, le fameux tic de l'abeille. Et donc, comme on traite,
après, je peux vous dire les deux systèmes de traitement. Comme on traite, eh bien, il faut récolter avant le traitement. Donc le truc, cette bestiole-là, cette saloperie, le problème c'est que son pic de population, il est